Bonjour tout le monde, bonjour la tribu qui nous écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial, le premier épisode de la deuxième saison de Porteuse d'espace et on reçoit un invité tout autant spécial. Euh, Moi aujourd'hui, je suis vraiment fébrile là, parce que c'est une personne qui a fait vraiment une grande différence dans mes expériences d'enfantement puis dans mon parcours par rapport à tout ce qui est maternité, grossesse, enfantement. J'oserais presque dire un monument. C'est Monsieur Michel Audin. Bonjour Michel. Bonjour. Avant de commencer avec nos habituelles questions d'introduction, j'aimerais que tu prennes un temps. Puis là, on a réglé toute la question du vouvoiement. Là, on a décidé, Michel nous a donné la permission de le tutoyer. J'ai pas l'air impoli présentement. Michel, est-ce que tu voudrais prendre un temps pour te présenter un petit peu aux auditrices qui nous écoutent et qui seraient complètement passées tout doigt et ne te connaîtraient pas? Oh, c'est très difficile de se présenter quand on atteint l'âge de 92 ans. Il est difficile en quelques minutes de résumer tout ce qui s'est passé dans une vie relativement longue. Alors, ce que j'aime quelquefois dire pour répondre à cette question, d'une façon simplifiée et quelquefois inattendue, c'est de dire que je me considère comme un étudiant interdisciplinaire en nature humaine. Je m'intéresse à la nature humaine, mais je m'y intéresse de multiples façons. Alors, on me présente souvent comme gynécologue accoucheur. Alors, il est certain que, bon, à l'origine, je suis médecin et que pendant mon séjour à l'hôpital de Pithiviers, j'ai eu la responsabilité d'environ 15 000 naissances. Et qu'après cela, après ma retraite au milieu hospitalier, je me suis occupé aussi de naissance à la maison. Mais en réalité, je pourrais dire que je ne suis pas gynécologue accoucheur, ce qui peut paraître bizarre. À l'origine, je suis chirurgien. Mais j'ai été éduqué comme chirurgien au cours des années 1950, à l'époque où on a développé la nouvelle technique de césarienne, celle qu'on appelle la césarienne segmentaire, qui se fait avec beaucoup plus de sécurité que la précédente, que la technique dite corporeale. Et à ce moment-là, les gynécologues accoucheurs n'avaient aucune formation chirurgicale. Ils demandaient aux chirurgiens de faire des césariennes. Donc c'est ainsi que je me suis familiarisé, en particulier lorsque j'étais dans l'armée française en Algérie, dans les années 50. Et où je faisais beaucoup de chirurgie d'urgence, je me suis familiarisé avec la nouvelle technique. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé à Pithiviers en 1962, ayant été nommé au poste de chirurgien de l'hôpital, il se trouve qu'il n'y avait pas de médecin qui officiellement était responsable de la maternité. C'était vacant. Alors, quand les sages-femmes ont appris que je connaissais la nouvelle technique de césarienne, qu'elles ont appris que j'avais des textes externes chez M. Suzor à l'hôpital de Boussicot en 1953, quand elles avaient un problème, elles m'appelaient. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressé à l'activité de la maternité. C'est une petite addition à mon occupation au milieu chirurgical. Je me suis tellement intéressé qu'un des effets, c'est que lorsque je suis arrivé, il y avait 200 naissances par an. Et puis, graduellement, progressivement, on a atteint 1000 naissances par an. On est passé de 200 à 1000. Et il y est arrivé un moment où je n'avais plus de temps pour m'occuper d'autre chose que la maternité. J'avais des assistants pour la chirurgie. Voilà pourquoi on me considère souvent comme gynécologue accoucheur. Alors, je ne veux pas en dire trop. Je voudrais simplement dire que, de mon point de vue, l'un des éléments essentiels de ce que j'ai pu apporter pendant ma carrière, c'est en 1977
j'ai écrit des articles, j'ai fait des conférences, soulignant que dans l'espèce humaine, l'allaitement est censé commencer dans l'heure qui suit la naissance, que l'être humain a été programmé de telle sorte que le bébé est capable de trouver le sein dans l'heure qui suit la naissance. Et si la mère a accouché par elle-même, est encore sur une autre planète, elle sait ce qu'il faut faire. Donc je me suis intéressé à l'initiation de l'allaitement jusqu'à cette période-là. Et depuis 10 000 ans, depuis la socialisation de l'accouchement, on retardait l'allaitement maternel. Souvent, c'était au bout de 2 ou 3 jours que le bébé était autorisé à trouver le sein. Donc, je crois que c'est ce que j'ai apporté. À l'époque, c'était complètement nouveau, ce que je disais, on me croyait à peine. Maintenant, même l'Organisation mondiale de la santé dit que l'allaitement peut commencer dans l'heure qui suit la naissance. Alors pour moi, c'est ce qui est le plus important. Bon, d'autres, souvent, dans le milieu qui font la promotion de ce qu'ils appellent l'accouchement naturel. Ils parlent des piscines d'accouchement. J'ai écrit le premier article sur le sujet. Et puis d'autres sujets que j'ai particulièrement développés. Mais je ne veux pas parler de tout. Et je vais surtout souligner ce qui, pour moi, est particulièrement important, c'est la remise en cause de la façon dont l'allaitement commence. C'est de comprendre que la période de l'accouchement, chez le mammifère humain, la période de l'accouchement, c'est une phase de préparation à l'allaitement. Je prépare l'accouchement comme une phase de préparation à l'allaitement. On ne peut pas séparer l'intérêt pour la physiologie de l'accouchement et l'intérêt pour la physiologie de l'allaitement. Il y a une continuité. Donc voilà, une façon très rapide de résumer certaines de mes activités qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Je fais encore beaucoup de sessions d'information pour Doula. Jusqu'à une date récente, je me suis encore occupé de naissance à la maison. Donc c'est un résumé ultra rapide. Comme je vous le disais, c'est pas facile de résumer 92 ans en 5 minutes, mais j'ai essayé de le faire. Alors, de quoi aimeriez-vous parler maintenant? Alors, tu vois, dans le podcast, Michel, jusqu'à maintenant, on a accueilli essentiellement des doulas et des personnes ayant reçu les services d'une doula, l'accompagnement d'une doula. Et pour cette deuxième saison, on avait envie d'accueillir aussi des personnes qui travaillent avec des doulas, d'où le fait qu'on avait envie de te recevoir. Donc, on a dû pour aujourd'hui remasteriser un peu les 3 questions qu'on pose habituellement à nos invités. Et la première tourne autour de ce qu'on appelle la signature vibratoire unique. Donc, la signature vibratoire unique, c'est un peu la mission de vie. Donc, on connaît pas mal ton chemin depuis, je ne vais pas dire 92 ans, mais on connaît un peu ton chemin par On la peut dire prévention. depuis 92 ans parce que la façon dont on est, ça fait partie de l'histoire. C'est clair. On peut dire 92 ans. Allez, alors on dit ça. Et, Même si on ajoute la vie fétale, ça fait plus de 92 ans. Ouais, c'est clair. Et du coup, comment tu nommerais aujourd'hui ta mission de vie à l'heure actuelle, à tes 92 ans justement? Je crois que ma mission actuellement, c'est d'essayer de transmettre ce que je crois avoir compris. C'est d'aider en particulier à redécouvrir les besoins de base d'une femme qui accouche. C'est ça certainement, pour moi maintenant, une priorité. Il faut réaliser que nous sommes actuellement à un tournant dans l'histoire de l'espèce humaine. Nous avons atteint les limites de la domination de la nature d'une façon générale. Qu'on parle de n'importe quoi, qu'on parle des climats, que l'on parle des pollutions de l'océan, ou qu'on parle de la naissance des bébés, on a atteint les limites de la domination de la nature. Il n'y a presque plus de femmes qui accouchent par elles-mêmes, plus besoin d'hormones de l'amour pour mettre au monde des bébés, etc. On a atteint les limites. Bien, pour comprendre les limites que l'on a atteintes, quel que soit le sujet, il faut comprendre la crise précédente et l'expliquer. Et à partir de là, aller plus loin. Alors, il faut comprendre la grande crise principale dans l'histoire de l'humanité,
Elle est récente. Elle s'est produite il y a à peu près 10 000 ans. C'est récent, 10 000 ans, dans l'histoire de l'être humain. Sans doute des millions d'années, c'est récent. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? Eh bien, c'est l'époque où nos ancêtres ont commencé à dominer la nature. Jusque-là, ils vivaient un peu au jour le jour, ils cueillaient, ils pêchaient, ils chassaient, etc. Et ils se sont mis à dominer la nature. Qu'est-ce que ça veut? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la domination de la nature? Bien sûr, on parle toujours de la domestication des plantes, l'agriculture. On parle toujours de domestication des animaux, l'élevage. On oublie une chose, c'est que cette domination de la nature a aussi inclus la domestication de l'être humain. On a organisé aussi la vie humaine. Et en particulier, on a organisé tout ce qui touche à la sexualité. Et en particulier, on a organisé la naissance des bébés. On a assez de documents pour dire, je n'ai pas le temps de donner des détails, que jusqu'à cette grande crise qui est survenue il y a environ 10 000 ans, eh bien, les femmes s'isolaient pour accoucher. Elles se séparaient du groupe, elles allaient quelque part dans les buissons, elles s'isolaient, et puis elles revenaient dans le groupe avec leur bébé. Voilà ce qu'on sait, ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a encore il y a des sociétés qui ont gardé leurs caractéristiques paléolithiques jusqu'au milieu du XXe siècle, donc on a pu les étudier. Alors, la domination de la nature, ça a impliqué, et ça c'est extrêmement important de le souligner, ça a impliqué la socialisation de l'accouchement. Voilà. L'accouchement a commencé à être socialisé à cette époque-là, donc lors de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, socialisation de l'accouchement? Eh bien, ça veut dire que non seulement quelqu'un était habituellement présent, les femmes ne s'isolaient plus pour accoucher, mais surtout, il commençait à se transmettre de génération en génération des croyances, des rituels, souvent très invasifs, qui interféraient avec les processus physiologiques. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, je peux donner un exemple d'une croyance très répandue presque partout dans le monde, même s'il y avait des variantes, mais c'est la croyance selon laquelle le colostrum, ce que le bébé pourrait trouver dans le sein dès les premières minutes qui suivent la naissance, qui précèdent le vrai lait, etc., eh bien, on a toujours cru que le colostrum, ce n'était pas bon pour le bébé. Voilà une croyance qu'on a transmise de génération en génération. Mais ça veut dire que quand le bébé naissait, on le séparait plus ou moins de sa mère, on le mettait dans les bras de quelqu'un d'autre, et il n'avait droit au sein qu'au bout de 2 ou 3 jours. Voilà un exemple des effets de cette socialisation de l'accouchement qui s'est précisé avec des variantes selon les zones, selon les milieux culturels, qui s'est précisé au cours des siècles, au cours des millénaires, et qui a atteint des phases ultimes récemment à tel point que je peux dire que j'ai connu les phases ultimes, l'avènement des phases ultimes de la socialisation de l'accouchement, puisque j'ai déjà été externe en obstétrique à l'hôpital Boussicou à Paris en 1953, donc j'ai vécu l'histoire à partir de ce moment-là. Ce n'est pas livresque, ma connaissance de l'histoire. J'ai vécu l'histoire, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a atteint les phases ultimes de la socialisation de l'accouchement, qui ont été la masculinisation. Jusqu'alors, c'était une affaire de femmes, l'accouchement. Tout d'un coup, on a masculinisé, on a introduit les hommes. De plus en plus de médecins s'en sont mêlés, père du bébé, etc. Masculinisation et médicalisation, ce qui va un peu, dans une certaine mesure, ce qui va ensemble. Et là, on a atteint les phases ultimes de la socialisation de l'accouchement. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre la grande crise, pour comprendre la grande crise actuelle. On a atteint les limites de la domination de la nature. C'est comme si on était au bord du précipice. Quel que soit le sujet, il faut changer de direction. Mais pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, il faut comprendre comment a commencé la domination de la nature il y a environ 10 000 ans. Et on oublie toujours, domination de la nature, ce n'est pas seulement agriculture, élevage, c'est aussi socialisation, domestication de l'être humain. Donc voilà ce qu'il faut comprendre
pour aborder d'autres questions actuellement. Donc, j'aime bien partir de là pour poser de nouvelles questions. Et mon point de vue, la question clé qu'il faut comprendre concerne le processus de l'accouchement. Il faut réaliser que la phase de la vie humaine qui a été le plus profondément modifiée depuis des siècles, des millénaires, mais surtout depuis quelques années, tout récemment, dernière décennie, la phase de la vie humaine qui a été le plus profondément modifiée, c'est la période de la naissance. On ne peut pas imaginer le plus profond changement dans le mode de vie des êtres humains que cette période de la naissance, à tel point qu'aujourd'hui, on peut le dire, la plupart des femmes n'accouchent plus. À l'échelle mondiale, si on voit le nombre, je ne parle pas des exceptions, bien, la plupart des femmes n'accouchent plus. Elles ne comptent plus sur la libération d'un flot hormonal pour mettre au monde leur bébé, ou bien on leur donne des médications qui remplacent les hormones naturelles, ou bien elles ont une césarienne, ben on atteint les limites, les femmes n'accouchent plus. Ce qui veut dire, par exemple, plus besoin de libérer des hormones de l'amour pour mettre au monde un bébé. Les hormones de l'amour sont devenues inutiles dans cette période critique. On a atteint les limites de la domination de la nature. Alors voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et non seulement il faut le comprendre, mais si on réalise l'importance de ces limites dans la domination de la nature, eh bien, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, et on s'aperçoit qu'il n'est pas exclu, même après 10 000 ans de socialisation d'accouchement, et ça c'est une raison d'optimisme, il n'est pas exclu que l'on puisse redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche. On les a oubliés complètement, on est complètement à côté du sujet, mais ce n'est pas impossible de redécouvrir. Mais pour cela, il faut 2 conditions. La première, c'est de prendre pour point de départ, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Pour point de départ, la bonne question. Aujourd'hui, si vous lisez les livres où on évoque la physiologie de l'accouchement, on prend toujours pour point de départ la même question. Je voudrais montrer la couverture d'un livre, mais malheureusement, je l'ai trouvé, ça y est. J'ai trouvé l'édition en langue anglaise, mais il est publié aussi en français. C'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on est dans une situation sans précédent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut formuler la bonne question. Voilà la raison d'être de ce livre. Alors, ce livre qui est publié en français d'ailleurs, qui s'appelle en français « Quel avenir pour Homo ?» C'est ça. Ça, c'est l'édition anglaise. J'ai l'édition espagnole aussi, là. Quel avenir pour Homo? Pas besoin de lire ce livre. Regardez la couverture, ça suffit. Nous sommes à l'ère du point d'interrogation. Eh bien, quand on parle de la naissance des bébés, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est de prendre pour point de départ la bonne question. Jusqu'à présent, quand on étudiait des traités d'obstétrique, des livres pour sages-femmes, etc., s'il y avait un court passage sur la physiologie de l'accouchement, c'est souvent très court, on partait toujours de la même question. Pourquoi l'accouchement dans l'espèce humaine est-il difficile? Voilà. Pourquoi c'est difficile? Alors, on a toujours le même genre de réponse. L'accouchement dans l'espèce humaine est difficile pour des raisons mécaniques. On montrait des dessins, la morphologie, la forme du pelvis du petit bassin maternel, la forme de la dimension de la tête du bébé. Pour des raisons mécaniques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine, point. Pas besoin d'en dire plus. Aucun intérêt pour la physiologie. On ne peut pas changer la forme du squelette, on ne peut pas changer le squelette du mère qui attend un bébé, on ne peut rien y faire. Alors ça, c'est un sujet sans intérêt si on prend pour point de départ cette question. Alors aujourd'hui, ce qui est nouveau, et ce que je veux dire, on parle d'autre chose, parce que l'important aujourd'hui, c'est de bien formuler les questions dans les situations nouvelles. Aujourd'hui, tout peut changer.
il y a une raison d'optimisme, si on prend pour point de départ la question utile. Alors, quelle est la question utile? La question utile, c'est comment expliquer qu'occasionnellement, des femmes accouchent rapidement et facilement, alors qu'elles n'ont rien de particulier sur le plan morphologique, elles sont comme tout le monde apparemment, mais ça existe encore, c'est de moins en moins fréquent, mais il existe encore quelquefois des situations telles que des femmes ont à peine le temps de réaliser qu'elles sont au travail et le bébé est né. Ce sont des anecdotes maintenant, c'est plus fréquent certainement dans le passé. En français, on les appelait les pondeuses d'enfants. Ça a toujours existé dans toutes les langues. Il y a un mot qui est l'équivalent des pondeuses d'enfants. En italien, elle accouche comme dans un éternuement. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça la question utile. Pourquoi cette discordance? Pourquoi des femmes accouchent, ont tout juste le temps de réaliser qu'elles sont au travail, puis le bébé est né, et pourquoi d'autres, qui apparemment sont semblables sur le plan morphologique, ont besoin d'une césarienne après 48 heures de travail terrible, de travail pénible? C'est ça la question, c'est cette discordance. Alors, si on part comme si la question de base est cette discordance, tout change, tout change. On s'aperçoit qu'on a surestimé l'importance des facteurs mécaniques, morphologiques. On a trop pensé à la mécanique. Il faut réaliser que nous parlons de l'être humain. Et qu'est-ce qui caractérise l'être humain? Lorsqu'il a des comportements qui sont différents des comportements des mammifères en général, qu'est-ce qui caractérise l'être humain? C'est l'extraordinaire développement de son cerveau. Donc, quand il y a quelque chose de bizarre pour l'être humain, il faut penser aux fonctions cérébrales. Et en particulier, ce qui caractérise l'être humain, c'est l'extraordinaire développement de ce qu'on peut appeler le nouveau cerveau. Le terme technique, c'est le néocortex. Cette partie du cerveau qui nous rend différents de tous les autres mammifères. C'est parce qu'on a un développement extrême de notre néocortex que nous pouvons communiquer par Zoom entre le Québec et l'Angleterre, ou la France et Paris, etc., envoyer des humains dans la Lune. Il n'y a que les humains qui peuvent faire des choses comme ça, faire des mathématiques. Eh bien, quand il y a quelque chose de bizarre pour l'être humain, il faut mettre l'accent sur ce qui nous caractérise, c'est notre cerveau, la puissance de notre néocortex. Alors, il se trouve, et nous sommes dans une phase intéressante à ce sujet, il se trouve que jusqu'à une époque récente, on considérait ce nouveau cerveau, ce néocortex, ce cerveau qui nous permet de faire des mathématiques, etc., on le considérait comme un outil. On disait c'est un outil qui renseigne sur le temps, l'espace, qui permet la communication, c'est un outil. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec le développement de la neurophysiologie, soudain, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Au contraire, il y a des situations où l'activité de notre néocortex, notre nouveau cerveau, peut gêner des fonctions physiologiques, peut inhiber des fonctions physiologiques. C'est le contraire d'un outil. C'est le concept d'inhibition néocorticale. C'est-à-dire le néocortex peut gêner, par son activité, peut gêner des fonctions physiologiques. Alors ce concept d'inhibition néocorticale, c'est en train de devenir une clé pour comprendre la nature humaine en général et certains processus physiologiques en particulier, y compris l'accouchement, mais d'autres processus physiologiques. Par exemple, le sens de l'odorat. Il est démontré que si vous réduisez votre activité néocorticale en buvant un verre de vin, l'alcool, après ça, votre sens de l'odorat est plus fort parce que vous avez mis au repos votre néocortex. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des processus physiologiques gênés, inhibés, affaiblis par l'activité du cerveau, la partie du cerveau qui nous permet de faire des mathématiques. Voilà. C'est ça l'inhibition néocorticale. Eh bien, c'est le cas de l'accouchement. L'accouchement, c'est le type de processus physiologique qui
qui n'est pas possible, ou qui est très difficile, tant que le néocortex est actif, tant que le cerveau qui nous permet de faire des mathématiques, qui permet de penser, tant que le cerveau logique est actif. Donc voilà pourquoi l'accouchement peut être très difficile dans l'espèce humaine. Alors là, quand on a compris cela, après le reste, ça va très vite. On va pouvoir aller très vite maintenant. Ça veut dire, ça nous permet de comprendre, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Tout le reste, c'est secondaire. C'est que la nature a trouvé une solution pour rendre l'accouchement possible dans l'espèce humaine, et même éventuellement peut le rendre facile. Une solution très facile à résumer. Le néocortex, le cerveau logique, le cerveau rationnel, le cerveau qui permet de communiquer par Zoom, le néocortex doit se mettre au repos pour qu'une femme puisse accoucher. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Enfin, voilà la solution. Et c'est un fait que peut-être certaines d'entre vous peuvent encore comprendre, même au cours de la 3e décennie du XXIe siècle, il y en a encore peut-être qui savent que quand une femme accouche très vite, très facilement, qu'elle a à peine le temps de réaliser qu'elle est en travail, il y a un moment où elle donne l'impression de se couper du monde, elle oublie tout ce qui se passe autour, elle oublie tout ce qu'elle a lu dans les livres, elle oublie ses plans, ses projets, etc. Elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour. Elle se comporte de façon bizarre et presque inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer, des petits signes auxquels on n'a pas fait attention jusqu'à présent, parce qu'on ne comprenait pas, s'intéressait pas à la physiologie. Une femme en plein travail peut percevoir des odeurs que personne d'autre ne peut percevoir alentour. Alors ça, c'est un excellent signe de réduction de l'activité néocorticale. Et puis, des femmes en plein travail qui se retrouvent dans des positions, des postures bizarres, imprévisibles, souvent quadrupédiques, primitives, comme des mammifères. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle néocortical. En plus, les jours suivants, quand par hasard une femme a accouché ainsi, avec une réduction de son activité néocorticale, elle ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé. Elle a beaucoup oublié, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais c'est simple. Ça veut dire, voilà, la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Le néocortex doit se mettre au repos. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. Quand on comprend cela, on a la possibilité soudain, même après 10 000 ans de socialisation, de redécouvrir le besoin de base de la femme qui accouche. On peut comprendre qu'on ne peut pas aider une femme à accoucher. On ne peut pas aider un processus involontaire. Ce n'est pas possible. Mais on peut le protéger. Tout d'un coup, le mot-clé, c'est protection. Contre les facteurs d'inhibition, contre ce qui pourrait gêner. Alors là, on peut aller vite. Qu'est-ce qui peut gêner le processus d'accouchement? C'est tout ce qui stimule le cerveau rationnel, le néocortex, le cerveau qui permet de faire des mathématiques. C'est tout cela qu'il faut... tout ça, il faut éviter tout ça, tout ce qui stimule le néocortex. Alors, c'est facile à dire. Ça veut dire, par exemple, éviter le langage. Il n'y a rien de pire que de parler à une femme au travail. Apparemment, c'est simple. Mais il faut des disciplines scientifiques sophistiquées pour redécouvrir qu'il ne faut pas parler à une femme en travail. Après 10 000 ans de socialisation, c'est pas rien que de découvrir qu'il ne faut pas parler à une femme en travail. Il faut éviter les lumières qui stimulent. Important à l'âge de l'électricité. On est tous, regardez là, on est tous sous l'effet de lumière artificielle. Ça veut dire aussi, pour aller vite, il faut éviter tout ce qui peut stimuler l'attention d'une femme qui accouche. Il faut éviter ce qui attire son attention. Par exemple, si elle se sent observée, elle va s'observer elle-même, elle va faire attention à elle-même. S'il y a quelque chose qui l'inquiète, elle va faire attention. Voilà. Alors, c'est très facile à dire tout cela, hein, mais c'est remettre en cause 10 000 ans de conditionnement culturel. On ne peut pas aider une femme qui accouche, on ne peut pas la guider, on ne peut pas contrôler ce qui se passe. Il ne faut pas chercher, c'est contre-productif, mais il faut la protéger contre ce qui peut gêner. Voilà. Alors, où nous en sommes aujourd'hui, et c'est remettre en cause
toute la tradition qui s'est développée depuis 10 000 ans, c'est remettre en cause tout un conditionnement culturel. C'est pourquoi c'est très difficile. Oui. C'est très facile à expliquer, mais en pratique, il faudra du temps pour accepter, par exemple, qu'il ne faut pas parler à une femme qui accouche. Réaliser que quand on parle, surtout si on pose une question, par exemple, ça stimule sur nos cortex. Alors, c'est très facile à dire tout cela. En réalité, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut accepter ces besoins de base d'une femme qui accouche. Mais ce n'est pas impossible. Alors, voilà où on en est aujourd'hui, une raison d'optimisme, et c'est nécessaire de commencer par ce qui est important dans notre conversation, pour revenir un petit peu à ce que je crois, vous me demandez ce que je peux faire maintenant à mon âge, transmettre ce qui me paraît essentiel. Voilà, transmettre des choses extrêmement simples, mais c'est surtout remettre en cause tout ce qui est aujourd'hui culturel. Quand on parle de l'incompréhension de la physiologie de l'accouchement, on n'évoque pas un milieu culturel ou un autre. C'est tout le monde, c'est la culture. Par exemple, quand dans des milieux de naissance naturelle, on parle de coaching, coach, ni de coach pour accoucher, c'est la même chose que ce qu'on lit dans la littérature médicale académique, labor management, c'est la même chose. Les milieux qui font la promotion de l'accouchement naturel, les milieux médicaux, c'est culturel, c'est la même incompréhension de la physiologie. C'est ça qui est important. Donc c'est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est culturel. Et ce dont nous parlons, il faudrait que tout le monde le comprenne. Je vais illustrer ça d'ailleurs, j'ai toujours des livres alentour, pour montrer que l'incompréhension de la physiologie de l'accouchement, il est profond, il est enraciné, difficile du jour au lendemain à corriger, et qu'il est surtout très profond dans les milieux qui font la promotion de l'accouchement naturel. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, il est relativement plus facile de faire comprendre la situation actuelle parmi ceux qui ont une culture scientifique. Par exemple, qui comprennent la neurophysiologie, qui comprennent l'inhibition corticale, c'est plus facile que parmi d'autres milieux. Alors, il y a un milieu qui est difficile à atteindre, c'est le milieu traditionnel faisant la promotion de l'accouchement, ce qu'ils appellent l'accouchement naturel. Et je vais illustrer ça en montrant la couverture d'un livre. Un livre bien connu, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, aux États-Unis, un livre par un gourou de l'accouchement naturel qui s'appelait Dr. Robert Bradley. Eh bien, là encore, pas besoin de lire le livre, regardez la couverture. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture? Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez Coach Childbirth, c'est-à-dire qu'un gourou de l'accouchement naturel, hein, c'est un livre sur l'accouchement naturel, coach, c'est-à-dire que pour accoucher, vous avez besoin d'un coach, quelqu'un qui sait, qui a appris, qui peut vous guider. Voilà. Si on doit remonter le mari, là, en plus, c'est le mari qui coach, sinon la femme ne peut pas accoucher. Là. Vous avez regardé la couverture un peu plus haut. Qui peut être le coach? Oui, c'est ça. Une chance que le mari est là pour accoucher sa femme. C'est presque risible. Hein? C'est un homme qui est la meilleure personne pour vous guider, pour vous coacher. C'est incroyable. Alors, puisque vous avez lu le haut de la page, regardez tout ce qui est tout là-haut, parce que c'est intéressant. Vous voyez l'association de deux mots. Vous avez le mot naturel et le mot méthode. Oui. Méthode et naturel, c'est incompatible. Quand il y a une méthode, c'est que ce n'est pas naturel. Non. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un travail énorme à faire à l'échelle culturelle. Il ne faut pas s'en prendre aux médecins, aux milieux médicaux, à tel ou tel milieu. Il faut réaliser
ce qui se passe après 10 000 ans de socialisation de l'accouchement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effet de 10 000 ans de socialisation de l'accouchement. Voilà. Alors, ça a conduit à poser des bonnes questions, puisqu'on on se demande quoi faire pour prolonger la survie de l'humanité, survie qui est certainement menacée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, ça, il faut remettre en cause la phase de la vie humaine qui a été le plus profondément transformée, modifiée depuis 10 000 ans, mais en particulier au cours de ces dernières décennies. Donc, je crois situer l'époque où nous sommes, avoir évoqué un aspect important des questions que nous nous posons, que vous vous posez, on va reposer ensemble. Donc, continuons. Je suis content d'avoir sauté sur ce qui est très important. Continuons, n'hésitons pas. Je dois dire que lorsque j'évoque tout cela, je crois apporter des raisons d'optimisme. C'est pas exclu qu'on redécouvre les besoins de base de la femme. Ça paraît extrêmement difficile. Oui. Comprendre qu'il ne faut pas parler d'une femme en travail, ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on va accepter ça. Hein. C'est extrêmement difficile. Mais c'est facile à dire. Hein, mais il faut, quand on a compris cela, on a l'impression que tout le reste peut venir. Il y a des raisons d'optimisme. Il y a raison d'optimisme et qu'on peut peut-être s'attendre soudain à une prise de conscience à l'échelle collective. Les prises de conscience sont imprévisibles. Ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, comment, on ne sait pas quel facteur vous déclencher. Il y a des raisons d'optimisme. Bon, les raisons de pessimisme sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de commencer par là, mais il y a des raisons d'optimisme. Donc voilà un petit peu le fait, par exemple, que des personnes comme vous, voyez, essaient de réfléchir. Ça veut dire, on a compris que c'est important, le sujet est important, que la façon dont les femmes accouchent, ce n'est pas un sujet pour femmes enceintes, pour sages-femmes, pour doula. C'est un sujet pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'être humain. C'est ça, voilà, qu'il faut faire comprendre. C'est tout ce dont nous parlons, ça devrait être un sujet pour tout le monde, ça. Ou du moins pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'être humain. On a tendance à penser uniquement à court terme. On a tendance aussi à beaucoup penser aux effets des activités humaines. L'effet sur le climat, la pollution par les plastiques. On pense comment conserver les déchets nucléaires pendant 100 000 ans, etc. On pense beaucoup aux effets des activités humaines, mais on ne se pose pas de questions sur l'évolution de l'être humain. L'être humain évolue très vite, il va évoluer très vite. Comment se développe la capacité d'aimer, y compris la capacité d'aimer la nature, de respecter la nature, etc. Voilà, la question clé, ça devrait être, mais et quoi? Comment on peut anticiper l'évolution de l'être humain? L'être humain qui sera sur cette planète dans l'avenir. Quel genre d'être humain? Comment va-t-il se transformer? On s'intéresse aux effets des activités humaines, mais pas à l'évolution de l'être humain. Il y a une raison à cela, c'est que jusqu'à présent, les experts en évolution ne s'intéressent qu'au passé. Ils étudient le passé. Et puis, les futurologistes, ils s'intéressent aux effets des activités humaines. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de futurologistes qui s'intéressent à l'évolution. C'est-à-dire on a trop de gens trop spécialisés. La spécialisation nous aveugle. On a besoin d'attitudes interdisciplinaires. Voilà ce qu'on peut dire de façon plus générale. Alors, excuse-moi, l'Internet a fait que j'ai comme coupé dans ta pause. J'aurais une question par rapport à... D'abord, ça me fait monter plein de beaux souvenirs, là, ta prise de conscience de ne pas parler aux femmes enceintes parce que c'est une des trucs qu'on a parlé le plus avec mon conjoint, c'est quand on planifiait l'accouchement à domicile, notre premier. Puis, je le revois encore dans le cadre de porte avec le bac dans les mains à me demander
est-ce que c'est le temps que je sorte le bac? Puis là, Oui, moi, oui. qui est comme, euh, Ben mais oui, je il le a sais besoin de pas, parler. moi! Je sais pas si c'est le temps de sortir le bac. Vous pensiez à tous. Ça m'est complètement égal, là, Ben si on c'est ça, sort ben le il fait bac. partie de notre milieu culturel. Il n'a pas attendu qu'éventuellement ce soit Non, vous qui disiez fais ceci ou fais cela. Non, non. ouais. Il fait partie de notre milieu culturel. C'est culturel. C'est tout Ouais, le monde. je me rappellerai Y toujours là, compris. de lui avec le bac dans les mains, puis Ben oui, oui. démuni, là. Bien, c'est important que les hommes, les maris, tout le monde, c'est un sujet pour tout le monde. Oui, exactement. Puis Ce qu'il faut, j'aimerais, Michel, qu'on remonte un petit peu, parce que là, c'est beau, là, qu'est-ce qu'on voit de un homme qui était chirurgien, qui pratiquait des centaines de césariennes par année à un passionné de la naissance physiologique, puis un militant, tu sais, de tout ce qui est accouchement, tu sais, dans l'eau, accouchement à la maison, tout ça. J'aimerais savoir c'est quoi, à la base, qui a semé cette graine-là en toi, qu'un jour, t'as complètement comme changé de côté, tu sais, comme sortir vraiment du milieu médical, chirurgie, à aller vraiment dans le côté physiologique, naturel. alors je vais faire une petite correction de langage. En fait, ça fait partie du besoin Oui. aujourd'hui de façon de penser. Personnellement, je ne parle jamais d'accouchement physiologique. Ah, Je j'en ne étais parle sûre jamais que c'était d'accouchement ça. normal. Je dis que c'est important d'étudier la physiologie de l'accouchement. Oui. Comment, après 10 000 ans de socialisation, comment peut-on encore parler? On ne sait pas ce que ça veut dire, accouchement physiologique, accouchement normal. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je n'associe jamais l'accouchement avec un adjectif. J'étudie la physiologie de l'accouchement. Donc, c'est une petite remarque. Alors, les tournants dans ma carrière, c'est très difficile à analyser. Il y a il y a eu certainement des périodes critiques, des prises de conscience, souvent imprévues. Bon, c'est très difficile. Mais il y a le fait peut-être qu'à l'origine, je ne suis pas gynécologue accoucheur. C'est que je suis chirurgien. Et ce qui fait que j'ai eu en même temps des activités médicales multiples, diverses, qui quelquefois m'ont fait réfléchir à ce qui est vraiment important. Je dois dire que dès l'instant où, par hasard, à Pithiviers, je me suis trouvé impliqué dans la naissance des bébés, parce qu'il n'y avait pas de médecin officiellement, j'arrivais de s'occuper de la maternité, le poste était vacant. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai quand même je me suis intéressé à ce qui s'est passé tout particulièrement par rapport à ce qui se passe dans le service de chirurgie. C'était plus l'occasion de bavarder avec les sages-femmes qui me parlaient de ce qu'elles avaient appris à l'école, des choses comme ça. Et j'ai pris conscience à ce moment-là de l'importance de ce qui se passe à ce moment-là, dans cette période qui entoure la naissance. Alors que traditionnellement, la spécialisation en obstétrique était pas très valorisée. Parmi les gens de ma génération, eh bien, l'ambition, c'était de se diriger vers des disciplines comme la cardiologie, la chirurgie, il y avait des disciplines nobles. Et puis, l'obstétrique, euh, c'était un petit peu pour ceux qui réussissaient pas ailleurs. Oui. Ça peut paraître bizarre. Et j'ai réalisé, sans doute parce que j'ai une double activité, j'ai réalisé l'importance de ce qui se passe dans une maternité. Et ça m'a donné une anecdote. Il y en a eu d'autres. Mais sans doute le type d'anecdote qui a induit, dans une certaine mesure, un certain degré de prise de conscience. C'est qu'un jour, j'opérais une femme âgée qui avait un cancer de l'estomac. Ce qu'on appelle en termes techniques, je fais une gastrectomie pour cancer de l'estomac
chez une femme âgée. Et j'avais ainsi accaparé l'équipe chirurgicale. Toute l'équipe chirurgicale, je l'accaparais pour cette opération un peu complexe, longue, etc., etc. Et pendant que j'opérais, une femme est arrivée à la maternité avec un bébé qui se présentait par le siège. Bon, tout s'est très bien passé. À l'époque, les sages-femmes n'avaient aucune peur des accouchements par le siège, ça ne les inquiétait pas. Tout s'est très bien passé. Du côté de la maternité, tout s'est bien passé. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas disproportionné? J'ai accaparé l'équipe chirurgicale, j'ai accaparé le bloc opératoire, on pourrait dire, pour une femme qui avait une espérance de vie très limitée, une vieille femme avec un cancer d'estomac. Et pendant ce temps-là, un bébé est né et on n'était pas disponible. Si pour une raison quelconque, il avait fallu le sauver par une césarienne, on n'était pas disponible. Qu'est-ce qui était le plus important, hein? Sauver un bébé qui avait une espérance de vie de 80 ans ou 90 ans, ou à prolonger un petit peu la vie d'une vieille femme avec un cancer de l'estomac. Donc je me suis dit, mais faire de la chirurgie, c'est considéré comme prestigieux, mais qu'est-ce qui est le plus important, hein? Et ce contraste m'a souvent frappé. Je vais donner un exemple. Il y a une époque où je m'intéressais beaucoup à l'initiation de l'allaitement. J'avais compris, ce qui était complètement nouveau, hein, maintenant, que dans l'heure qui suit la naissance, une femme accouchée par elle-même, hein, c'est quelqu'un encore sur une autre planète, le bébé, si on ne le gêne pas, s'il n'est pas distrait, etc., il exprime ce qu'on appelle un réflexe de fouissement. Un réflexe de fouissement, c'est ça. Il cherche, puis il trouve, il ouvre la bouche. Alors, je l'imite parce que je sais que vous me voyez, donc j'imite le réflexe de fouissement. Et certains, ceux qui entendront ma voix sans me voir, seront obligés de deviner. Mais donc, je m'intéressais beaucoup au fait qu'il y a une interaction entre la mère et le bébé qui est très importante à ce moment-là. Je m'intéressais à l'initiation de l'allaitement. Et je me souviens d'un anesthésiste, alors que j'étais en train d'opérer, qui dit, mais comment expliquez que vous, qui êtes chirurgien, vous faites des opérations, des cholécystectomies, des choses comme ça, vous vous intéressiez à des futilités, comment un bébé trouve le sein, des choses comme ça, il ne comprenait pas. Or, pour moi, finalement, qu'est-ce qui était le plus important, hein? Remettre en cause des millénaires de conditionnement, de croyances, de rituels, c'est ça qui était le plus important. Donc, je ne peux pas répondre à votre question par un fait en particulier, mais une foule d'opportunités, d'occasions de réfléchir. Le fait que la technique moderne de césarienne s'est divulguée dans les années 50, alors que j'étais en formation chirurgicale, le fait que j'ai été dans l'armée française pendant les événements d'Algérie, où je me suis trouvé, où j'ai fait avant tout de la chirurgie d'urgence, chirurgie de guerre bien sûr, mais aussi c'est là que j'ai développé, je me suis familiarisé avec la nouvelle technique de césarienne. Il y a une foule de choses comme ça, difficiles à... Je ne sais pas ce qui est le plus important, mais le fait peut-être que pratiquant deux spécialités médicales en même temps, la chirurgie et l'obstétrique en quelque sorte, ça m'a développé, ça m'aidait à avoir des perspectives interdisciplinaires, à établir des liens entre les disciplines. Ça. Alors, vous voyez, je réponds à votre question un peu comme un Normand. Oui, c'est très difficile, c'est très complexe. Il y a une grande part de hasard. Il y a surtout une part de personnalité, oui, des événements profonds. Par exemple, ma mère qui était institutrice d'école maternelle avait été très influencée par Maria Montessori à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, 1919, oui, c'est vieux. Et Maria Montessori enseignait, plus un être humain est jeune,
plus ce qui lui arrive à ce moment-là, ça aura des effets à long terme, profonds. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle s'occupait de l'école maternelle, alors qu'elle aurait pu s'occuper des enfants préparant le certificat d'études ou des choses comme ça. Mais non. Alors, ce sont des associations, des combinaisons, d'événements, d'occasions. C'est très difficile à analyser. Oui, c'est une succession d'événements mêlés à des Oui, événements personnels sur ton oui, chemin. tout ce qui développe la personnalité. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les souvenirs par rapport à cette petite graine, comme disait Joël, qui a été semée sur ton chemin, moi, ma question, c'est par rapport au doula, justement. Je sais que voilà, tu connais le doula, tu as travaillé avec une, voire peut-être plusieurs doulas. Excuse-moi, Pauline, je me permets de t'interrompre parce qu'on t'entend pas très bien. Je ne sais pas si tu approcherais. Non. Oui, oui, difficile à comprendre. Oui. Oui. Ah mince. OK, là, c'est bon. Voilà. On dirait, Ok. je ne sais pas si tu toucherais au fil ou tu vérifies si tout est bien connecté. Là, on dirait qu'il y a une résonance ou un grichement. Oui. Mais ceci dit, je crois avoir compris que Formuler. Est-ce que là c'est bon le son? Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que Non, c'est mieux? Est-ce que c'est c'est mieux? vraiment, ça griche vraiment le son. Je suis pas du tout au son là, au fil. J'ai branché différemment. Est-ce que tu veux que j'essaye sans le micro pour voir? Oui, on va essayer sans le micro parce que là, le son, c'est pas. Est-ce que là c'est mieux? Oui, c'est. Ok. Je vais m'approcher de l'ordinateur quand même. Là, vous m'entendez bien? ah oui, Je vais essayer de parler fort et mais comme non, ça. mais là c'est très bien. Là, maintenant c'est très bien. Bon, bah super. Ce que je disais, c'est que voilà, tu es sensible au métier, à la vocation de doula. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment tu as découvert les doulas. Pourquoi tu as fait le choix de travailler main dans la main avec les doulas pour les naissances à domicile et voilà, un peu connaître ton cheminement par rapport à ça. Alors, je me suis intéressé au doula aussi tôt que possible. Ça se passait au début de l'année 1980 et le professeur Marshall Klaus, professeur de pédiatrie aux États-Unis, est venu nous rendre visite à Pithiviers. Il s'intéressait à ce qui se passait à Pithiviers. Et ça se passait exactement en janvier 1980. Et à ce moment-là, il m'a parlé de l'étude qu'il faisait avec John Kennel au Guatemala, étude sur des personnages qu'il n'appelait pas encore les doulas à ce moment-là. Il n'avait pas encore trouvé de mots. Il m'a expliqué qu'il faisait une grande étude dite randomisée contrôlée dans une énorme usine à bébés au Guatemala, 60 naissances par jour. Personne ne savait qui était en blouse blanche. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait des blouses blanches. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui se passerait si on allouait à certaines femmes qui arrivent en travail une compagne qui serait une figure maternelle, c'est-à-dire la condition préalable pour être une telle compagne, ce serait d'être une maman qui a une expérience positive de la naissance d'un bébé. Voilà. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle une étude randomisée contrôlée. Ils ont divisé en deux groupes et au hasard, il y a des femmes qui sont vues allouer une personne, une figure maternelle dès qu'elles arrivaient en accouchement. Bon, ils ont publié cette étude en novembre 1980. Or, en novembre 1980, je me trouvais aux États-Unis où Marshall Klaus m'avait invité à parler à une conférence. Et ils présentaient leur étude publiée dans New England Journal of Medicine, c'est un journal médical prestigieux aux États-Unis. Et à ce moment-là, eh bien, dans cet article, ils avaient introduit
un mot pour faire référence à ce nouveau personnage, cette figure maternelle qu'ils avaient introduit. On leur avait dit, ils ont été très mal renseignés, mais ça n'a pas d'importance. On leur a dit: «Oh, vous devriez appeler la doula», parce que dans la Grèce antique, une doula, c'est une servante qui s'occupait de la femme au travail. Ils ont dit: «Ça sonne bien», et ils ont introduit dans leur article dans New England Journal of Medicine, ils ont introduit le mot doula. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, je suis au courant de l'histoire des doulas depuis le début, même presque avant le début. Après, il y a eu d'autres articles, etc. Je ne suis pas sur les détails. Le mot s'est très vite introduit dans l'anglais des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y avait relativement peu de CNM, de sages-femmes hospitalières, puis très peu aussi de sages-femmes à domicile, relativement. Donc, le mot s'est répandu aux États-Unis. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un phénomène intéressant pour les États-Unis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes, etc. Puis un beau jour, on m'a demandé à Londres de faire des sessions d'information pour doula, très exactement en décembre 1998. Oui, donc, c'est pour vous dire que à ce moment-là, j'étais un peu surpris qu'on me demande ça à Londres, mais j'ai compris qu'il y avait des mères expérimentées, des grands-mères, qui avaient l'impression de pouvoir faire quelque chose pour aider les plus jeunes, et qu'il y avait des plus jeunes, des femmes qui attendaient un bébé, qui finalement avaient besoin de rencontrer des figures maternelles, parce que souvent elles ne se comprenaient pas avec leur propre mère, il y avait des hiatus entre les générations déjà, etc. Enfin, donc ça, le mot s'est introduit aussi en Europe, en Grande-Bretagne d'abord, en Europe, etc. Et après, partout dans le monde. Alors, c'est devenu un sujet extrêmement intéressant. Quand je dis partout dans le monde, je dois dire que j'ai suivi cette histoire des doulas de multiples façons. Je vais vous donner un exemple. J'ai été invité à parler à l'avènement de la société la société sibérienne des doulas à Krasnoïarsk. Krasnoïarsk, c'est en Sibérie, à 5 heures de vol à l'est de Moscou. On inaugurait l'association sibérienne des doulas. Alors, c'est pour vous dire, il y a des doulas maintenant au Japon, il y en a en Amérique latine, etc. etc. Donc, c'est pour dire que c'est un phénomène mondial que personne n'avait prévu. Alors, je ne vais pas en dire trop maintenant, mais la question est, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi soudain, à l'échelle mondiale, un tel phénomène que personne n'avait prévu? Ça veut dire quelque chose qui ne va pas dans le système de santé organisé. Il y a besoin de quelque chose d'autre. Est-ce que c'est le besoin de redécouvrir la vraie sage-femme? Est-ce que ça peut être une occasion de créer des prises de conscience? Oui. Voilà où nous en sommes. Ou est-ce que ça peut être une occasion manquée? Ça peut être une occasion manquée si les doulas ne se séparent pas de de l'incompréhension culturelle de la physiologie de l'accouchement. Il y a des doulas qui ont bien avancé dans le domaine, d'autres qui n'ont pas avancé, donc voilà où nous en sommes. C'est un phénomène intéressant. L'idéal, ce serait que le phénomène doula soit transitoire. L'idéal, ce serait qu'on pourrait presque dire qu'on n'ait plus besoin d'elles, qu'elles aient induit une prise de conscience. Ça peut être, le phénomène doula pourrait peut-être induire une prise de conscience. Donc le phénomène doula peut-être avoir un effet positif sur l'histoire de l'accouchement dans l'humaine espèce humaine s'il est transitoire. Si elles ont après qu'à un moment on n'aura plus besoin d'elles, ce serait idéal, c'est ça. Alors là, on est dans l'utopie. J'ai été très vite. C'est un sujet énorme, propre à notre époque. Un sujet que j'ai connu donc depuis le début et continue à bien connaître, puisque je fais encore des sessions d'information pour doula avec Liliana dans différents milieux. On a fait un pour les gens de langue espagnole la semaine dernière, la semaine prochaine, on en a un pour les italiennes, on en a en vue pour les françaises, on en a en langue anglaise, etc. Donc,
c'est c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant par les questions que ça pose. Et il est certain qu'il y a de grandes différences entre, heu, une doula aujourd'hui, ou disons le prototype de la doula d'aujourd'hui et le prototype de la sage-femme. Il y a bien sûr, il ne faut pas simplifier, mais il faut reconnaître qu'il y a une grande différence entre une sage-femme qui se retrouve diplômée à la sortie d'une école française à l'âge de 22 ou 23 ans, qui n'a pas une grande expérience de la vie, bien entendu. Elle est très différente d'une femme qui, après être grand-mère, éprouve le besoin d'aider des plus jeunes. Ce n'est pas même genre de personnalité. Et c'est le genre de personnalité qu'on ne trouve pas tellement parmi les sages-femmes euh, du système, oui. Donc, ça peut être une façon de vous soulever des questions sur qui est la doula, qui est la sage-femme à l'origine, tout en sachant que bon, la doula, la sage-femme, ça a toujours été une figure maternelle. On peut être une figure maternelle, sans doute, sans être soi-même mère ou grand-mère, etc. C'est pas simple, mais ce phénomène induit beaucoup de questions. Donc, il est très utile à une époque où on peut rêver d'une prise de conscience que j'ai essayé d'exprimer de multiples façons. Je change discrètement ce sujet, mais en fait, c'est le même. J'ai évoqué l'accouchement au pays de l'utopie. Imaginez ce que ce serait les accouchements au pays de l'utopie, des choses comme ça. Alors, je ne vais pas vous donner le détail, etc. D'ailleurs, j'ai publié ça en particulier dans la préface ou la postface, je me souviens plus, d'un de mes livres publiés en français, mais je ne sais plus lequel. Ça, donc, tout ça, ce sont des sujets mêlés. Est-ce qu'on va redécouvrir la vraie sage-femme? Est-ce qu'on a encore besoin de sage-femme, de vraies sages-femmes? Est-ce que là, parce que là, en ce moment, il faut reconnaître que ce qu'on appelle les sages-femmes en France, par exemple, ou les CNM aux États-Unis, par exemple, ce sont plutôt des techniciennes entraînées à suivre des protocoles. Je caricature, c'est pas parce qu'il y en a quand même qui se perçoivent autrement, mais en règle générale, on peut dire que de plus en plus, une doula officielle, c'est une technicienne qui est entraînée à suivre des protocoles. Alors, est-ce que le phénomène doula, c'est pas une façon de nous rappeler qui était à l'origine une sage-femme? Oui, c'est ça. Donc, je pose des questions. Je pose des questions. C'est un phénomène inattendu, et c'est souvent ce phénomène inattendu qui induit des prises de conscience. Donc, une raison d'optimisme, on pourrait dire. Et est-ce que, alors là, c'est plutôt deux questions. Est-ce que toi, dans ta pratique ou dans ton environnement, tu aurais envie, tu aurais l'élan de mettre en lumière une doula qui t'inspire? En parallèle de ça, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience de travail avec une doula? En quoi ça change ta posture lors d'une naissance à domicile d'avoir à tes côtés une doula? Oui, oui, alors bien sûr, c'est une question à laquelle je peux facilement répondre. Dans mon cas particulier, et là encore, il y a une part de hasard, d'imprévu, etc. C'est que lorsque j'ai fait la première session d'information pour doula, en décembre 1998, eh bien, Liliana Lamers, qui auparavant avait eu 3 bébés à la maison avec moi, est venue à cette première session. Je dois dire qu'entre la naissance de 2 de ces bébés, elle m'avait dit: «Qu'est-ce que vous en penseriez si j'allais dans une école de sage-femme?» Elle m'avait posé la question. Et moi, je lui avais répondu à l'époque, je lui avais répondu: «Oh, tu survivras pas à ce qui se passe dans l'école de sage-femme moderne». Elle avait accouché plusieurs fois toute par elle-même, toute seule dans son petit coin, sans qu'on la dérange, etc. Je l'imaginais pas dans une école de sage-femme à apprendre à interpréter le monitoring électronique fœtal, etc. Alors je lui avais dit à l'époque: «Tu survivras pas à la vie dans une école de sage-femme». Voilà ce que j'avais dit. Mais quand on m'a demandé de faire des sessions d'information pour doula,
1998, là, je lui ai dit, oh, ça c'est pour toi. Et elle est venue. Et tout de suite, elle a commencé. Elle avait déjà, à ce moment-là, c'est tous ses enfants. Et, et elle était plus libre, en quelque sorte. Et, et après quelques années, quand elle avait déjà une certaine expérience comme doula, nous avons décidé, dans une certaine mesure, de collaborer. Alors, ça veut dire que j'étais à des naissances avec elle, certaines naissances avec elle. Alors, ça veut dire que dans les naissances, en fait, j'étais pas quelque part dans la maison, mais en fait, je me montrais pas. Je laissais la femme au travail avec cette figure maternelle doula. Qui et et puis, après, petit à petit, j'ai ralenti ma propre activité. Liliana s'est de plus en plus enhardie, elle a été de plus en plus à la naissance toute seule et ce qui fait que, petit à petit, au cours de ces 20 dernières années, elle a acquis l'expérience de la naissance et l'évolution des façons de naître dans tous les hôpitaux de Londres. Elle sait ce qui se passe dans tous les hôpitaux de Londres, toutes les maisons de la naissance, hôpitaux privés, publics, etc. Toutes les maisons de la naissance, l'expérience de la naissance à la maison avec une sage-femme communautaire, avec une sage-femme privée, avec moi, elle avait l'expérience, sans personne d'autre, occasionnellement. Et à chaque fois qu'elle a participé à une naissance, après, on discute du cas particulier, on en parle. Alors, c'est pour vous dire que j'ai appris beaucoup de choses sur l'évolution des conditions de la naissance, les différences entre différents lieux, différents hôpitaux, etc. Donc, je veux dire que j'ai appris beaucoup de choses, étant donné que la façon de naître a évolué très très vite en plus. Beaucoup de pratiques sont devenues périmées, d'autres sont devenues plus fréquentes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclenchement de l'accouchement, il y a de plus en plus de césariennes avant que le travail ne commence, il y a des questions nouvelles, etc. Donc c'est en grande partie grâce à Liliana que je suis très à jour, plus nos sessions d'information pour doula dans différents pays. Et aussi des conférences que j'ai fait un peu partout dans le monde. Donc ça me permet aussi de comparer les attitudes dans différents pays, mais surtout d'observer les points communs. Les points communs sont beaucoup plus frappants que les différences. Aujourd'hui, c'est une certaine uniformisation. Quand on est dans une maternité ou un service de néonatologie à Krasnoïarsk, à 5 heures à l'est de Moscou, c'est à peu près la même chose que si on était dans une maternité à Los Angeles euh, ou, ou, ou à Perpignan, hein, ou à Québec. C'est à peu près la même chose. C'est de plus en plus uniformisé. Bien que la littérature médicale tende à uniformiser. Donc voilà un petit peu. Je résume très vite ce que j'ai à dire à la suite de votre question, c'est que en fait, il y a aujourd'hui une espèce d'uniformisation, hein, dans la façon de comprendre l'accouchement, dans le manque de compréhension de la physiologie. Il y a une uniformisation. Les problèmes actuellement sont planétaires, sont globaux, sont mondiaux en quelque sorte. Et on voit encore beaucoup, Michel, la crainte, la peur des femmes. Tu sais, maintenant, on sait que l'eau fait des miracles lors de l'accouchement. On sait que les maisons, comme tu as nommé dans un de tes articles, la maison est un écosystème parfait, tu sais, pour enfanter. On sait que l'ocytocine joue un rôle vraiment important dans l'accouchement, dans la naissance. Attends, il y a un mot que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui joue un rôle important dans la naissance? L'ocytocine. Ah, l'ocytocine, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une autant grosse résistance du milieu médical par rapport à ça? Parce que c'est toutes des choses que maintenant sont prouvées scientifiquement que c'est
plus propice justement à l'expérience de la naissance, d'avoir toutes ces choses-là en commun. Euh, Fait que pourquoi que le système médical persiste dans cette lignée d'hyper-médicalisation, puis qu'il n'y a pas comme un revirement? Pourquoi? C'est parce que c'est culturel, c'est pas particulier. L'incompréhension du processus de l'accouchement n'est pas particulière aux milieux médicaux. Il est culturel. Donc, il faut agir sur tout le monde. Je lisais aujourd'hui un article donc écrit par des journalistes, sur l'accouchement actuellement en Ukraine, dans des endroits bombardés, etc. Eh bien, c'est écrit par des journalistes, non pas par des professionnels de l'accouchement, mais de toute évidence, ils transmettent l'incompréhension culturelle de l'accouchement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. À la limite, il y a certains médecins aujourd'hui qui comprennent relativement vite. C'est devenu relativement plus facile, quelquefois, de s'exprimer en présence de médecins qu'en présence de gens qui n'ont pas de formation scientifique. Étant donné tout ce que nous apportent des disciplines scientifiques émergentes à évolution rapide, il y a un tournant. C'est qu'il est de plus en plus facile d'atteindre les médecins qui ont une formation scientifique. Par exemple, ce n'est pas seulement sur le plan hormonal, sur la libération d'hormones, mais par exemple, un médecin comprend très très vite que si on veut parler d'accouchement à la maison par rapport à l'accouchement ailleurs, ils sont obligés de comprendre très vite que l'environnement bactériologique à la maison ne peut pas être remplacé. Ce n'est pas possible quand on est ailleurs. Ça, c'est quelque chose que les gens scientifiques comprennent. Il est facile de faire comprendre que une mère a fabriqué des anticorps qui correspondent aux microbes qui lui sont familiers, ceux qu'elle a à la maison, qui sont transmis à travers le placenta humain pour le bébé. Tout ça. Donc, c'est facile de faire comprendre aujourd'hui que sur un plan bactériologique, donc immunologique, c'est-à-dire comment se développe le système immunitaire, comment se construit la santé, c'est facile de faire comprendre aux médecins. L'important, c'est d'avoir l'occasion de le faire, de faire comprendre que sur un plan bactériologique ou immunologique, il n'y a que deux sortes de naissance. Les naissances à la maison et les naissances ailleurs. On ne peut pas remplacer ailleurs le nom bactériologique qu'on a à la maison. Alors, tout ça, c'est un exemple que je donne pour dire que nous sommes dans un tournant. Un tournant, c'est que soudain, il devient relativement plus facile d'atteindre rapidement, sans trop de mots, les gens qui ont une formation scientifique. Il faut atteindre tout le monde, c'est culturel. Mais et ça, c'est une raison d'optimisme. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'occasions, éventuellement, qui peuvent être données, d'atteindre les milieux médicaux. On demande de plus en plus d'écrire pour les médecins. Par exemple, un professeur d'obstétrique allemand vient me demander de participer à un livre collectif et le sujet que je vais développer, c'est les effets de toutes les interventions qui raccourcissent la durée de la grossesse. C'est-à-dire que ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui, c'est des interventions comme les césariennes avant que le travail ne commence, les déclenchements d'accouchement. Il y a de moins en moins d'accouchements qui commencent spontanément. Eh bien, ça me donne l'occasion de rappeler ce qu'on sait sur ce que j'appelle la phase de préparation. La phase de préparation physiologique à l'accouchement. Tout ce qui se passe dans les jours qui précèdent l'accouchement, des faits montrés par l'imagerie cérébrale, MRI, la résonance magnétique, etc., que les zones du cerveau liées à la socialisation commencent à diminuer de volume dans les jours qui précèdent l'accouchement. Ah, mais les médecins, tout d'un coup, veulent en savoir plus, parce que ça n'a pas été publié dans les journaux médicaux, c'est publié dans les journaux scientifiques. Ou bien les taux de mélatonine, l'hormone de l'obscurité, impliqué dans l'accouchement, qui commence à monter avant que l'accouchement commence, tout ça. Oh là là, mais soudain, ça l'intéresse. Ou leur dire,
dans les jours qui précèdent l'accouchement, le bébé absorbe du vernix caseosa qui s'est répandu dans le liquide amniotique. C'est particulier au bébé humain et à certains mammifères marins. Mais sinon, eh bien, ça va de pair avec la façon dont s'établit la flore intestinale. Ah, vous parlez de ça aux médecins, mais ils veulent en savoir plus. Ben voilà, c'est nouveau. Vous ne pouvez pas dire ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est encore le Moyen-Âge. Quand on parle de bactériologie ou d'immunologie, c'était le Moyen-Âge. Donc, ça, ce sont des raisons d'optimisme. Le public, il est plus facile de toucher, évolue. Je dois dire que quelquefois, pour moi, le public le plus difficile, c'est le public qui cherche à faire la promotion de l'accouchement naturel. Ça peut paraître bizarre, mais qui disent oh, on n'a pas besoin de toutes ces données scientifiques, on sait tout ça intuitivement, la tradition, blablabla. Ça, c'est le public difficile pour moi. C'est paradoxal, c'est nouveau. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans comme ça. Et c'est chouette parce qu'au fil de la discussion, tu réponds à des questions que j'ai même pas besoin de poser du coup. Mais il y en a une qui m'est venue par rapport à ce que tu disais au début de l'enregistrement, par rapport à des croyances qu'on a eues ou qu'on peut encore avoir. Et moi, j'aimerais bien t'entendre autour de la croyance qu'il y a autour des tours de cordon. Que c'est encore quelque chose qu'on entend et c'est une peur qu'on entend. Moi, je t'ai déjà entendu sur le sujet, donc j'ai comme adapté mon vocabulaire, mais j'aimerais vraiment que ce message il soit diffusé à large échelle. Donc, si tu pouvais nous en dire quelques mots. Alors, je peux répondre assez rapidement à cette question du fait de mon âge. J'ai connu d'autres phases dans l'histoire de l'accouchement, l'époque où on ne pouvait pas faire de césarienne en toute sécurité, l'époque qui a précédé beaucoup d'interventions salvatrices, utiles, etc. L'époque où on perturbait moins l'accouchement qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même des morts périnatales, forcément. Et à l'époque, quand il y avait par exemple une mort périnatale, l'habitude, souvent, on disait « Ah oui, le bébé, ça parce qu'il y avait circulaire du cordon. Il y avait des tours du cordon. Comme c'est très fréquent, c'est une interprétation qu'on pouvait facilement offrir et qui était comprise. Le bébé, il est mort parce qu'il avait le cordon autour du cou, un tour, 3 tours, etc. Donc, c'est une explication facile qu'on a beaucoup utilisée avant l'obstétrique moderne, avant les césariennes, etc. En réalité, les circulaires du cordon, en règle générale, sont très bien tolérés. La plupart, bien sûr, il y en a qui sont serrés, ça peut arriver, c'est rare. Aujourd'hui, en général, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose assez tôt. Mais c'est relativement rare. Donc, je résume un petit peu pour dire que c'était une tradition jusqu'à une époque récente, avant l'obstétrique moderne, et c'était une espèce de façon d'interpréter des accidents, et c'était facilement perçu, accepté, enfin, c'était la nature, c'était comme ça. Le bébé est né parce qu'il avait le cordon autour du cou. Alors on disait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 tours, etc. Bon, aujourd'hui c'est différent, on ne peut pas en parler de la même façon, mais on a encore gardé la peur du cordon autour du cou, ou du moins on surestime les dangers. Il ne faut pas négliger et nier qu'éventuellement une circulaire serrée peut être dangereuse, mais on a surestimé les dangers jusqu'à une époque récente. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement. Alors, bien entendu, ça fait déjà un bon moment que nous parlons ensemble. Il y a une époque où il va falloir conclure. Hein. Eh bien, peut-être une d'entre vous peut aborder un petit sujet qui me permettra de conclure. Moi, j'ai une idée, mais Joé, est-ce que tu as quelque chose qui te brûle? C'est important d'avoir une idée. Exploitez votre idée. Elle doit être bonne, sans doute. Vas-y, Pauline.
Ouais, c'est une idée qui est inspirée de toi, Michel. C'est par rapport justement aux interventions qui peuvent raccourcir la vie fœtale. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu aurais envie de développer pour conclure cet épisode? Ben, je n'ai pas tellement envie de développer, mais j'ai envie de l'aborder. Parfait. Il suffit de l'aborder. Mais je pense que dans un pays comme la Grande-Bretagne, aujourd'hui, d'après les dernières statistiques que j'ai eues sous les yeux, eh bien, en gros, seulement la moitié des accouchements ont une initiation spontanée, partent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si on additionne les césariennes avant que le travail ne commence et des déclenchements d'accouchement, on est au moins à 50%. Donc c'est un sujet énorme. Alors l'important, c'est de faire comprendre qu'il y a une phase de préparation physiologique à l'accouchement et que ça peut avoir des effets sans doute négatifs à long terme qu'on ignore, parce que le sujet n'intéresse personne jusqu'à présent. On n'a pas de raison de s'y intéresser. Mais ça veut dire qu'on ignore, on fait un peu des apprentis sorciers sans s'en rendre compte, en interrompant, en raccourcissant la durée de la vie fœtale, en, en quelque sorte, quelquefois en éliminant ces phases de préparation physiologique à l'accouchement. Comprendre qu'il y a une phase de préparation physiologique à l'accouchement. C'est aussi peut-être parce qu'on a tellement parlé de préparation à l'accouchement, qu'on a assimilé ça avec les techniques, les méthodes de préparation imaginées par des experts humains, par des experts. Mais le fait, on a oublié qu'il y a une phase de préparation physiologique à l'accouchement. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, j'en ai donné déjà des éléments. Il y a le fait, par exemple, que des zones du cerveau, on le sait par l'imagerie cérébrale, je le répète, impliquées dans la socialisation, diminuent de volume. Mais c'est important. C'est sans doute que l'accouchement se prépare. Il ne faut pas interrompre ça, il faut le laisser faire. On ne se rend pas compte de cela. Ça veut dire aussi l'équilibre hormonal de la mère, déjà, même avant que le travail ne commence, se modifie. On le sait surtout à propos de la mélatonine, hormone qui travaille avec l'ocytocine. Et le mélatonine, l'hormone de l'obscurité, on sait aujourd'hui que c'est une hormone impliquée dans l'accouchement. J'ai évoqué autre chose d'important. Le bébé, pendant cette phase de préparation, cette phase qui précède l'accouchement, avale du liquide amniotique où s'est répandu du vernix caseosa. Vernix caseosa qui va influencer la façon dont se développe la flore intestinale. On connaît le contenu maintenant du vernix, qui n'intéressait pas grand monde jusqu'à très récente, parce qu'on pensait qu'il y avait que les êtres humains qui naissaient avec du vernix. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des mammifères marins qui naissent du vernix. Eh bien, donc, oublions les détails. Disons simplement qu'on a le moyen aujourd'hui de faire savoir qu'il y a une importante phase, relativement courte, phase de préparation physiologique à l'accouchement. Et que toutes ces méthodes obstétricales qui consistent à avancer la date de l'accouchement artificiellement raccourcissent cette phase de préparation. Que c'est sérieux. On ne le sait pas jusqu'à présent. On n'en parle pas. Vous avez sans doute jamais entendu parler. Or, je ne fais rien d'autre que de citer des études publiées dans des journaux scientifiques qui ne sont pas lus par les praticiens, sont lus par des scientifiques purs. C'est ça. Finalement, c'est une façon de conclure. C'est que ce qui nous rend en partie aveugles, c'est la spécialisation à outrance. Les articles publiés dans des journaux purement scientifiques ne sont pas lus par les praticiens, qui lisent les journaux pour praticiens. Voilà. Eh bien, c'est une façon de conclure, c'est qu'à notre époque, un handicap à surmonter, c'est le fait que la spécialisation à outrance nous rend aveugles. Merci. Wow, merci Michel. C'est vraiment un privilège puis un honneur de t'avoir reçu ce matin dans notre podcast. On termine souvent avec ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te tente, mais de
livrer un court message à la communauté qui nous écoute, surtout composée de doulas et de jeunes familles. Alors, si tu aurais un message à leur envoyer par rapport à ta mission, tout ça, en terminant ça. Oui, pour envoyer un message très simple, c'est que quelquefois, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour transmettre que c'est essentiel. Je vais donner un exemple de la façon dont, en quelques mots, on peut transmettre l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'oxytocine est une hormone importante pendant l'accouchement. Ça se sait. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais il suffit de dire, l'oxytocine, c'est l'hormone timide. L'oxytocine est timide. Elle n'aime pas se montrer quand il y a des observateurs ou des étrangers. C'est tout. C'est quelques mots. Mais c'est pour dire que parfois, il n'y a pas besoin d'un long discours pour transmettre des choses essentielles. Et c'est un bon exemple. L'oxytocine est l'hormone timide. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Oui, merci.